Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Aujourd'hui, émission tout spéciale. En ce 9 octobre 2014, nous débutons notre 24e année en ondes aujourd'hui à l'émission Folie douce en continu à Radio Centre-Ville. Vous le savez maintenant, Radio Centre-Ville est en radioton également pour les 4 prochains jours. Aujourd'hui, une émission bien chargée. On a Denise Fortin dans quelques minutes qui va venir nous parler avec Bernard Saunier d'un colloque auquel ils ont assisté récemment à Londres sur la psychiatrie citoyenne. Et on va parler de tous ces enjeux en fait que rencontre le monde de la santé mentale. On a plus tard à l'émission Mme Lorraine Palardy des impatients. On a également au bloc Espresso Pierre Laporte, Chelin Malo et moi-même. On va parler de la nomophobie. On a bien sûr beaucoup de chansons. On commence dans quelques instants avec Marie-Pierre Perrault et les paroles s'envolent. Bienvenue à Folie douce. L'émission Folie douce, qui vous informe sur la santé mentale depuis plus de 20 ans. En direct ce matin, 9 octobre 2014, on est bien là, sur les ondes de Radio Centre-Ville, notre 24e année qu'on commence. On a de la misère des fois à le croire que ça fait presque un quart de siècle qu'on est en ondes à essayer de démystifier la santé mentale, mais je pense qu'il faut en parler. Souvent, ce que je me rends compte aussi, c'est que je me dis que toutes ces années-là ont permis d'avancer un peu, mais je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire au niveau de la démystification et on va justement parler ensemble avec Denise Fortin. Bonjour Mme Fortin, merci Bonjour. D'être des nôtres ce matin en direct à l'émission. Vous êtes
psychologue et directrice générale de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, autrefois connu sous le nom de Hôpital Louis H. Lafontaine. Et avant ça, Saint-Jean-de-Dieu. Saint-Jean-de-Dieu, si on monte et avant ça, je sais pas comment ça peut s'appeler. Il n'y avait pas d'avant. Il y avait pas avant. C'est là que ça a commencé. On a aussi Bernard Saunier, chroniqueur de longue date. Bonjour Bernard, on sait que tu es blogueur, membre de Reprendre Pouvoir, écrivain, personne en rétablissement. J'ai bien des chapeaux. Ouais. Je sais pas si des fois j'en porte un plus que l'autre, mais... C'est multidisciplinaire. Oui, ça irait aussi. Oui. Alors, on va parler ensemble. Vous avez tous les deux assisté à un congrès récemment en septembre à Londres sur la psychiatrie citoyenne et probablement d'autres sujets. Mais j'aimerais ça d'abord faire un petit portrait de l'Institut universitaire en santé mentale. Comment on peut définir ça au moment où on se parle le 9 octobre 2014? Je vous dirais que depuis un mois, depuis 2-3 semaines, la définition est en train de se transformer parce que la récente réforme de la santé et des services sociaux va nous positionner différemment. Et d'ailleurs, cette année, on prépare notre rapport annuel qui est sur le chemin parcouru. Donc, le chemin parcouru, c'est les 140 dernières années qui ont marqué l'histoire. Donc, de l'asile où on accueillait les gens pour les protéger de l'environnement extérieur à aujourd'hui un institut universitaire, il y a un long chemin. Et je dirais que le long chemin se traduit surtout par la prise de parole et l'ouverture de l'établissement face à son environnement. Alors, nous, on a épousé il y a 3 ans, je pense, la vision de pleine citoyenneté et on essaie vraiment de faire en sorte que la maladie mentale soit perçue comme quelque chose d'aussi normal que la maladie cardiaque ou la maladie rénale. Parce que, étant donné que historiquement, on savait pas quoi faire avec la folie, on l'a isolée, on a créé des asiles, on a monté des murs pour protéger les gens les plus vulnérables, mais ça a eu l'effet inverse. C'est la population qui s'est coupée de ces gens vulnérables-là et qui a nourri une espèce de fantasme et de peur qui fait qu'aujourd'hui encore, on vit avec la stigmatisation et c'est très dommageable au rétablissement et au retour citoyen des gens dans leur communauté. Je peux dire tout de suite là, que d'associer les schizophrènes à la schizophrénie à la violence, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Puis on entend souvent ça, effectivement. C'est un faible pourcentage. Oui. Pourquoi, Mme Fortin, justement, avoir fait, parce qu'il y a longtemps, il y a plusieurs années, il me semble qu'on avait toujours l'impression que les hôpitaux étaient un peu fermés aux alternatives, parce qu'on peut parler d'une alternative quand on parle d'implication des gens, tout ça. Pourquoi avoir, est-ce que c'est une raison monétaire? Est-ce que c'est d'autres raisons? Est-ce que vous êtes tout à fait, à un moment donné, vous avez compris que c'est ça que ça prenait pour faire avancer la cause? Je sais pas comment les choses se sont passées. Moi, je suis pas née à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Je suis née à la Chine et j'ai parcouru au cours de ma carrière, j'ai fait du travail de rue, du travail de CLSC, du travail d'hôpital, beaucoup de travail d'organismes communautaires et je me suis rendu compte que la proximité avec les personnes qui sont atteintes de maladies mentales, c'est souvent la clé pour l'évolution des pratiques. Alors moi, depuis que je suis petite, je dirais, parce que ça fait maintenant ça fait 33 ans que je porte mon bâton de pèlerin et je me suis rendu compte donc que la proximité de ces gens-là dans ma vie à moi ont changé ma perception. J'ai été directrice générale d'un centre de crise et mon bureau était au centre du centre de crise et j'ai vraiment appris à apprivoiser la profondeur de la maladie mentale et la force qui pouvait se dégager des gens quand on les mobilisait. Donc on m'a choisi un jour courageusement, je dirais, à Louis H. Lafontaine à l'époque pour poursuivre un processus de changement qui était amorcé. Mais moi, vous savez, il y a certaines personnes qui m'appellent la Che Guevara de la santé mentale. Alors, c'est quelque chose. Vraiment. Et donc, le directeur général de l'époque, André Lemieux, avait vraiment la cause de la santé mentale à cœur et il a vraiment osé, je dirais, m'engager dans cet établissement-là. Oui. Et moi, dans mon cheminement de carrière, je me suis dit, tant qu'à être quelque part, je suis aussi bien d'être là. Parce que pour moi, c'était le cœur vivant de la santé mentale. Alors, je préférais être dedans qu'à côté, puis je trouve que c'est une force extraordinaire que de pouvoir travailler. Madame Fortin a permis aussi qu'il y ait un groupe qui s'appelle Reprendre Pouvoir, dont je fais partie. Oui.
droit de citer parce que, pardon. De prendre part au débat. On prend aussi, part au débat, ouais. on parle de ce qui se passe ouais. On est sur des comités, puis on parle de ce qui se passe pour nous ouais. à l'Institut. Parce que là, ça donne un feedback positif aux dirigeants pour dire on prend des décisions, on essaie de... C'est un peu ça aussi. Ça change tout. C'est de se nourrir. Là. Ça change tout. Juste un exemple là, qui est assez extraordinaire. Le comité contention-isolement dans un établissement comme le nôtre, tu sais, la contention et l'isolement, c'est la patente en santé mentale qui fait le plus peur. Ouais. Alors, ce comité-là travaillait depuis très longtemps. Puis un jour, on a décidé d'ajouter au comité 2 patients partenaires, parce qu'on les appelle comme ça quand ils nous aident à changer nos cultures. 2 patients partenaires et un père de famille dont la fille a beaucoup vécu les contentions et l'isolement. Alors, on voit au chapitre au même niveau que les médecins, que les chercheurs, que la directrice des soins infirmiers. Ce sont donc des acteurs stratégiques. Ça change tout. Mm-hmm. Ça change tout parce qu'ils ramènent ça à moi. Moi, quand les gens ils me disent Madame Fortin, dans les salles d'isolement, ça prend absolument des cadrans parce qu'on perd les repères spatio-temporels. J'ai dit go, on pose les cadrans. On peut pas donner les normes de sécurité. Oui, on peut. On va faire des trous dans les murs, on va trouver une façon, ça se peut pas. Alors, on pose des cadrans. Moi, je trouve que la parole des patients utilisateurs de services, c'est le meilleur guide pour une transformation. Mm-hmm. Alors, on en est à se dire, ils vont nous guider sur une voie où la prestation de soins va devenir complètement différente, puis on est dans ces initiatives-là, des services intégrés où le but, c'est de maintenir les gens le plus possible chez eux et que nous, on leur offre des services à leur domicile. Donc, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que tout le monde a un lit. Quand ils arrivent dans les hôpitaux, on s'empresse de leur trouver un lit, de leur donner un lit. On va-tu avoir un lit? Je me dis, ils ont déjà un lit. Est-ce qu'on pourrait pas garder ce lit-là actif? Est-ce qu'on pourrait pas supporter davantage les familles, les proches, pour qu'ils soient soignés là où ils sont? Puis ça va être beaucoup moins stigmatisant que d'entrer dans une grande machine qui souvent, finalement, est comme une espèce de chaîne où du soin de l'urgence, tu t'en vas sur l'unité, de l'unité à la longue durée, de longue durée à une famille d'accueil, puis la famille d'accueil, c'est la fin de ta vie, tu meurs là. Je peux pas croire. Ouais. Je peux pas croire. Ouais. Comment t'as vu ça, Bernard, ton implication depuis quelques années? C'est un peu là que je vois la psychiatrie citoyenne. Ouais. Mais j'ai l'habitude de dire la psychiatrie citoyenne, oui, les droits, oui, mais les devoirs. Ouais. Les devoirs comme payer ses comptes, payer son loyer. Mais là, je suis revenu à un petit peu à la raison parce que payer ses comptes pour des gens qui ont pas grand-chose, des fois, c'est difficile. Les fins de mois sont toujours très difficiles, puis ça ajoute du stress, là. Ça ajoute du stress quand t'es à l'aide sociale, puis t'as payé ton loyer, puis ton loyer est cher. On sait qu'il manque de HLM, il y a plein de choses comme ça qui pourraient être mises sur pied. Ouais. Donc, on travaille à non seulement offrir des soins de qualité, des soins dans le milieu, mais on veut aussi s'associer à changer les déterminants de la santé. Quand t'es pauvre, t'es sous-scolarisé, t'es monoparental, t'as 2 petits puis tu crèves de faim, c'est très difficile d'être un citoyen à part entière et ça se peut très bien que tu fasses une dépression puis dans le cadre de cette dépression-là, parce que t'as pas de milieu qui va te soutenir, tu vas perdre tes petits. Mais une fois que t'as perdu tes petits dans la vie, là, comment tu fais pour te remettre de ça? Avec qui tu vas? Fait que nous, ce qu'on veut, c'est éviter ces ruptures-là, puis considérer les déterminants de la santé. Fait qu'on travaille en collaboration avec les centres de santé de services sociaux, on travaille en collaboration avec les organismes, puis là, on s'allie des gens qui ont cette pensée-là un peu partout dans le monde. Mm-hmm. D'où la démarche à Londres. Oui. On va justement en parler à Londres dans quelques minutes. On a quelques instants avant la chanson pour présenter. Vous avez assisté à un congrès. Il y a des congrès qui se font un peu partout, puis c'est intéressant de s'inspirer l'un l'autre. Il y a des gens, des fois, de Londres qui viennent ici. Nous, on va des fois en Europe, donc c'est bien de voir Moi, à Londres, j'ai rencontré un dentiste. C'est étrange. Ouais. Un dentiste qui s'intéresse à la santé mentale. Puis en jasant avec lui, je me suis rendu compte que tu sais, des fois, on pense à des choses par rapport au mal de dents, à l'hygiène buccale, puis c'est pas simple, là. Une personne peut pas arriver, hey, va chez le dentiste, ouais, c'est ça, c'est pas simple. On peut pas aborder ce thème-là facilement. Là, on va parler du congrès au retour de la chanson. On va écouter une chanson de Radio, un groupe qu'on aime beaucoup à l'émission, Ashfield Zoo. Donc on écoute ça, puis on revient avec vous deux, donc Mme Fortin et Bernard Saunier, sur les ondes de Folie Douce. Come on, Ashfield Zoo, comme un animal. C'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Come on, Ashfield Zoo. Come on, Ashfield Zoo. Yeah, come on, je file zoo comme un animal. C'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Come
on, je file zoo. Come on, je file zoo. Le chihuahua, un panda, iguana. Crossbreed comme un taureau, une heat. Il faut que tu beats sur la meat. Cheap, bien, ça c'est cheap. So hot dog, ton hamburger, il faut la meat. Bien, là c'est zoo. Un bout de gourou, comme viré fou. Ça qui veut la voir, on veut la voir. So malade dans des cages, j'ai des malades dans des cages. Ouvre la porte, il faut que tu sortes lush soul. Comme un minotaure, pointeau, tu m'adores. Comme un polycat, et paré sur kitchen flow. Never mind, j'ai cool cat, qui se promène dans l'alley. Comme un young buck. What the fuck, j'file zoo, file tout ça, j'file zoo. Et ouais, toute la bad rap pour les animaux, pour les animaux partout. J'file zoo, file tout ça, j'file zoo. Dibba-dabba-doo, j'file zoo comme un animal, c'est pas mal qu'animal, freak comme un animal. Come on, j'file zoo. Come on, j'file zoo. Yeah, come on, j'file zoo comme un animal, c'est pas mal qu'animal, freak comme un animal. Come on, j'file zoo. Come on, j'file zoo. Laisse la balle aller, allez balader. Laisse la balle aller, allez balader. Laisse la balle aller, شهر الصلي qui veut se promener après boucaner en plein milieu de l'été. Hey, avoir des cages pour nous sortir haut des cages, ça qu'il fallait à la base, c'est comme ma face, ça c'est zoo. Class chip pour le zoo, ma ça c'est zoo. Plata comme un couche-tard, il me traite comme un hibou. Quand je me réveille trop tôt, je vois comme un corbeau. La voix pour le croire, et nous sur la mort. Faut pas se faire avec un fur coat de bébé fuck. J'aime bien des pires, but je suis contre les pires. Je veux des bottes faites de cheetah avec la grise de la baleine. J'aime bien des pires, but je suis contre les pires. Je veux des bottes faites de cheetah avec la grise de la baleine. Come on, je file zoo comme un animal. C'est pas mal qu'animal, freak comme un animal. Come on, je file zoo. Come on, je file zoo. Yeah, come on, je file zoo comme un animal. C'est pas mal qu'animal, freak comme un animal. Come on, je file zoo. Come on, je file zoo. Yeah. Louis, Doc, Mickey, Mock, off avec ta machine zoo. Come on, je file zoo. Laisse la balle aller, allez balader. 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 Come on, je file zoo comme un animal. C'est pas mal qu'animal, freak comme un animal. Come on, je file zoo. Come on, je file zoo. Yeah, come on, je file zoo comme un animal. C'est pas mal qu'animal, freak comme un animal. Come on, je file zoo. Come on, je file zoo. Yeah, come on, je file zoo. Come on, je file zoo. Come on, je file zoo. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Bien heureux d'être là aujourd'hui, ce matin, 9 octobre 2014, début de notre 24e année, soleil radieux, vu sur la rue Saint-Laurent, c'est vraiment intéressant. C'est la radio Centre-Ville, c'est une radio particulière, puis on est en plein radioton, on va pouvoir y revenir un petit peu plus tard dans l'émission également pour vous donner plus de détails. Mais on est toujours en compagnie de Denise Fortin et Bernard Saunier. On parlait avant, de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Vous avez assisté récemment à un congrès à Londres. Vous avez pas eu le temps de prendre l'accent, je pense, à Londres. Hein? C'est ça. Ni des habitudes londoniennes. Ah, c'est des belles habitudes pourtant. Mais parlez-nous donc le 4 o'clock tea, ça a de l'allure. Ça a de l'allure. On devrait peut-être le faire plus souvent ici. Mais parlez-nous donc de ça. Pourquoi avoir assisté au congrès? C'était quoi d'abord ce congrès-là? C'était la santé mentale dans l'ensemble des politiques. Alors, c'était le thème du congrès. Et il y avait une journée qui était la journée du centre qui était réservée au 3e congrès international de psychiatrie et citoyenne et santé mentale. C'est comme ça qu'on l'appelait, psychiatrie citoyenne et santé mentale. Donc, cette journée-là se réunissaient les différents acteurs qui œuvrent surtout en Europe autour du concept de citoyenneté. Alors, on tenait notre 3e journée, puis notre 3e journée, c'est voir c'est quoi les avancées. On travaille en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé dans ce dossier-là. Et Jean-Luc Roland, qui vient de Lille, en France, et
et un peu le père du mouvement de psychiatrie citoyenne. Et il était là pour faire le point sur les avancées et sur les impacts de cette approche-là. Quand Bernard parlait tout à l'heure de la pauvreté, c'est que la psychiatrie citoyenne en soi, c'est un mouvement français, surtout de gauche, qui s'adresse aux conditions de vie des gens et qui dit que la psychiatrie n'a pas le choix de faire de la politique. La psychiatrie peut pas soigner seule. C'est fini, ce mythe-là. Ça allait quand on enfermait. Mais si on veut que les gens soient des citoyens par entière, on doit faire de la politique. Donc, on doit s'impliquer. Et en France, il y a un mouvement politique assez important parce que vous savez, en France, les maires sont responsables de la garde en établissement des citoyens, les maires des villes. Donc, pour changer les pratiques, il faut qu'ils soient impliqués. Donc, ce mouvement-là, c'est un mouvement qui fait que chaque communauté, chaque maire de chaque communauté s'implique et on est en train de disséminer partout en France des conseils locaux de santé mentale qui impliquent les principaux acteurs de la communauté. C'est beaucoup moins le cas ici. C'est encore le provincial qui s'occupe de ça. C'est beaucoup moins le cas ici. Il y a les centres de santé et de services sociaux qui travaillent en santé mentale, mais des conseils locaux, la forme la plus proche de ça, c'est le forum citoyen qu'on a tenu l'année passée dans un centre communautaire où vous étiez d'ailleurs présent. Oui, oui. Et où on réunit à la fois les acteurs politiques, les décideurs, les citoyens, les patients, partenaires de toutes les façons possibles. Et on s'assoit ensemble et on discute d'un thème. Là, on a discuté du logement, il faut discuter du travail, il faut discuter de la pauvreté, il faut discuter donc des sujets de préoccupation qui sont les déterminants de la santé. Oui. Fait que c'est assez proche ici. Fait que pour l'Organisation mondiale de la santé, on va être le premier conseil local de santé mentale en sol américain, je dirais. Intéressant. Oui, c'est intéressant. Puis on va travailler cette structure-là. Donc, on était à Londres pour ça, pour échanger. Puis nous, en termes de démarche, ça fait 3 ans qu'on fait partie du mouvement. On s'est toujours déplacé avec des patients partenaires et cette année, le titre de Bernard sur le dépliant et sur le truc de la conférence, c'était Bernard Saunier, citoyen. Engagé. Le chercheur a fait inscrire que j'étais un citoyen engagé. Ce qui est vrai. Ce que je trouve flatteur, puis en même temps, ça me met comme une responsabilité de plus. Mais les mots veulent dire quelque chose. C'est rien de changer les mots, mais je trouve que ça change complètement le sens de dire c'est pas un patient, c'est pas un ex-psychiatrisé, c'est un citoyen qui a eu un vécu, mais... J'aime beaucoup aussi quand on me dit que je suis un poète. Bon, ouais. Ah ouais. Un poète citoyen. De toute façon, ça prend des gens qui sont en dehors de la norme pour faire une société intéressante, à mon avis. C'est ça qu'on met pas assez de l'avant, des fois. Mais c'est donc dommage de se priver de tout ce potentiel-là. Ouais. Bernard et moi, on se fréquente beaucoup à travers nos voyages. Il m'accompagne tout le temps. Puis c'est le seul du groupe initial, je dirais, qui reste parce que il est capable de traduire ensuite l'expérience sur le site web de l'Institut et il traduit l'expérience à travers ses yeux à lui. Moi, je lui fais une confiance aveugle dans son jugement et j'aime beaucoup quand il prend la parole. Ouais. Et dans le processus de déstigmatisation de la maladie mentale, je pense qu'on a une responsabilité d'excellence de service, puis on a une responsabilité aussi d'ouverture. Donc, quand Bernard parle, puis dans certains voyages, il dit là, la directrice est fatigante, elle va encore fermer l'hôpital, et il l'écrit sur son site web parce que c'est comme ça qu'il vit. Mais je trouve ça trippant qu'il le dise, et moi, j'ai pas envie de censurer sa parole parce que sa réaction à mes propos m'aide et me guide. Je veux pas la fermer, l'hôpital. Je veux la rendre perméable. Et c'est pour ça qu'on fait des jardins communautaires, qu'on plante des roses, qu'on plante des arbres, qu'on fait des pistes, des sentiers piétonniers sur le terrain de l'hôpital pour créer cette perméabilité-là avec les citoyens. Et ces expériences-là, c'est à travers les rétroactions. Quand je lis les textes de Bernard, je dis, il faut que je fasse attention à ça. Ça me guide dans mon propos, puis je trouve ça intéressant d'avoir quelque part une balise externe qui est aussi sensible, parce que j'aime beaucoup, moi ce que j'aime chez Bernard, c'est sa sensibilité qui va avec tout le reste de sa folie, entre guillemets, parce qu'il est hyper sensible. Donc pour moi, c'est un guide extraordinaire. Qui va réagir. C'est flatteur de l'entendre. Oui, live à la radio. Live à la radio. Mais à Londres, comment t'as perçu ça, le congrès puis l'ensemble Le congrès, avec les Français, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé aussi intéressant qu'il y ait
le père aidant, c'était quoi le titre, Denise? My God. Quelque chose comme un père aidant. C'était un père aidant, mais il n'y avait pas le nom de père aidant, puis il racontait un peu son expérience quand il est arrivé. Il se trouvait à travailler dans un hôpital, puis c'était pas simple. Ça a l'air d'une belle job, mais au fond, c'est... Puis avez-vous appris quelque chose en termes d'approche? Parce que je me souviens, il y a 4 ans, on avait assisté à un congrès ici où il y avait des gens de Belgique, de Londres, tout ça, puis il y avait des approches qui étaient intéressantes, qui nous avaient éveillés. On avait fait des entrevues. Est-ce que de votre côté... C'est sûr qu'on apprend beaucoup de ces échanges-là. Tu sais, moi, ce que j'ai surtout appris dans le dernier voyage, parce que moi, j'ai fait ça en 3 steps. Le premier step, j'étais à Nantes, puis là, il y avait l'ensemble des conseils locaux en santé mentale de France qui étaient réunis. Puis il y avait une journaliste extraordinaire, une jeune journaliste, une jeune doctorante en journalisme qui nous a énoncer les différentes étapes pour la déstigmatisation, pour que les médias cessent de transmettre une image négative. Et la première responsabilité donc des établissements, c'est vraiment ayez des pratiques d'excellence, ayez des pratiques normées, mesurez vos résultats, faites du bien aux gens, première étape. La deuxième étape, donnez la parole, ouvrez vos malles, essayez de faire en sorte qu'on ait des témoignages de gens à qui ça fait du bien vos services, parce que les feedbacks qu'on a par les groupes de défense de droits parfois donnent l'image que on fait juste des électrochocs puis encore des lobotomies, mais c'est fini One Fly Over Cuckoo's Nest là, c'est terminé. Donc elle a dit ouvrez vos portes et ensuite faites de l'action politique. Nous, on a commencé, on a approché le maire Coderre. Il m'a reçu. J'ai parlé de sa ville qui pourrait être une ville exemplaire sur le sens de la santé mentale. Il a accepté de nous revoir dans un autre comité de travail. Il faut que le politique s'implique. Ouais. Et moi, j'essaye d'aller chercher un maximum d'acteurs stratégiques pour permettre d'avoir aussi une société inclusive. Ouais. On peut pas juste demander aux ex-patients devenus citoyens de s'introduire dans une société hermétiquement fermée. On a une responsabilité de rendre aussi perméable notre société. Ouais. C'est tout un job, mais je pense que c'est assez bien engagé. C'est bon, on finit sur une bonne note. J'aimerais ça vous remercier d'avoir été des nôtres en direct ici à l'émission Folie Douce. C'est vraiment intéressant. En terminant, peut-être les gens qui veulent en savoir plus sur tout ce qui a rapport. Le site de l'Institut, c'est IUS, Institut universitaire de santé mentale de Montréal. On cherche ça, puis on trouve tout, humeur culturelle et tout. Tout ce qui est... Merci beaucoup Bernard Saunier d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup Denise Fortin. C'était vraiment intéressant, encourageant surtout, à bonne continuité. Puis on continue l'émission Folie Douce, on continue en chanson, mais on revient ensuite avec le bloc Expresso. Pierre, Ghislain et moi, on va pouvoir échanger sur un sujet important. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Windsor de la Tuque, au Donline de Passepébiac, dans un vieux troc à 500 piastres. Complètement insouciant, mais convaincu qu'un jour on arriverait au but. 20 ans, en 1984, 20 ans, on était toujours ensemble tous les quatre pour monter encore plus haut jusqu'au ciel, d'hôtel en hôtel. Oh, jusqu'au ciel, d'hôtel en hôtel. 4 mousquetaires, cigarettes au bec, eyeliner et final net. On continuait après le 3e set, avec les filles dans 307. 20 ans, en 1984, 20 ans, on était toujours ensemble tous les quatre pour monter encore plus haut jusqu'au ciel, d'hôtel en hôtel. Oh, jusqu'au ciel, d'hôtel en hôtel. Hey, 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 hey.
Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604. Le 514-990-9604. 10h31 sur les ondes de Radio Centre-Ville. Le lancement donc du Radioton de Radio Centre-Ville, les 4 prochains jours, c'est le Radioton de cette radio qu'on adore depuis nous, dans notre cas, 24 ans. Moi, je la connais depuis déjà plus de 30 ans. C'est une radio, une vraie radio communautaire qui donne la parole aux gens qui ont besoin d'avoir la parole. Et je veux mentionner que ce soir, il y a le lancement officiel donc qui se fait à la Vitrola, qui est au 4602 Saint-Laurent. C'est l'entrée est $15. Il y a une multitude d'artistes qui vont être là. Louise Forestier, la porte-parole aussi du Radioton, va être là. Vous pourrez en apprendre un petit peu plus au courant de la journée également. On est bien sûr toute la journée en Radioton. Et maintenant, on passe donc à Pierre Laporte. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Salut Ghislain Malo. Bonjour. On a dans ce segment-ci de l'émission, c'est le bloc Expresso, et tu nous amènes le sujet, la nomophobie. La nomophobie. Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, le terme nomophobie n'a pas encore été accepté par c'est l'Académie, comment on dit, l'Académie française? Ou... Oui. Il fait pas encore partie du dictionnaire, comme on dit. Pas officiellement, en tout cas. Ouais. Mais ça vient de l'anglais, en fait. C'est nomo, c'est no mobile phone. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, ce qui arrive, c'est que moi, je possède pas encore de téléphone cellulaire. T'es le seul de nous trois qui est sans mobile. Parce que merci du compliment. Ouais. Parce que toi, Yvan, t'en as eu depuis longtemps. Puis j'essaie aussi. Moi, j'en ai pas encore, mais je vais en avoir un éventuellement. Ça, c'est sûr. Mais en fait, pourquoi parler de ce sujet à une émission de santé mentale, c'est que on se rend compte depuis quelques années, on a fait des recherches là-dessus, c'est qu'on est rendu tellement accro à cette nouvelle technologie qu'est le téléphone cellulaire. Mais en fait, c'est pas tellement nouveau, ça fait déjà plusieurs années, mais c'est que beaucoup de gens en sont devenus accros et deviennent extrêmement nerveux, extrêmement angoissés, seulement qu'à l'idée de perdre leur téléphone cellulaire ou que celui-ci se mette à mal fonctionner, autrement dit, à cause que les batteries pourraient devenir insuffisantes. C'est moi. Es-tu comme ça, toi? Ben, c'est parce que c'est mon téléphone cellulaire, c'est mon seul téléphone. S'il marche plus de téléphone physique, ça? Oui, je suis mal pris un peu. Mais fais-tu des crises d'angoisse? Ben, je serais un peu mal pris. Oui, un petit peu, mais je serais un peu mal pris parce que j'ai plus de forme de communication. Je peux en trouver un autre, mais... Tu serais mal pris, mais tu fais pas encore des crises d'angoisse qui nécessitent des calmants, des choses comme ça? Non, mais je serais un peu mal pris. Ça, puis pas de portable aussi, parce que c'est ma télévision présentement. Mm-hmm. Ouais. Il y a des statistiques intéressantes. Au Canada, à travers tout le Canada, près de 90% des élèves du secondaire possèdent un cellulaire. C'est énorme. Hein? Oui. Et au Québec, 52% des adultes ont soit un smartphone ou un iPad. Et juste en passant, depuis l'année 2008, au volant, si on parle du cellulaire au volant, si on est pris à conduire une automobile seulement qu'avec le cellulaire dans ses mains, c'est sans s'en servir exactement, mais si on l'a dans ses mains, ou si on a un iPad ou un iPhone, c'est 115 $ d'amende plus 3 points de démérite. Ouais, c'est dangereux. Et ça va changer à 4 points, que j'entendais aussi récemment. Ça va même augmenter à 4 points. Parce que c'est dangereux. Exactement. Oui, effectivement. Maintenant, je vais vous lire ce qu'on retrouve sur l'Internet. On dit que si les causes de la maladie, parce qu'on appelle ça une maladie, parce que ça entraîne des angoisses. Ouais. Oui. Alors, si certaines des causes peuvent paraître loufoques, les symptômes, eux, sont bien réels. Les nomophobes, comme on les appelle maintenant, éprouvent un inconfort physique et mental qui va de l'inconfort à l'angoisse en passant par la nervosité et l'anxiété. Et des chercheurs de l'Université de Gênes estiment même qu'il faudrait ajouter la maladie au fameux DSM, c'est-à-dire le guide des troubles mentaux qui constitue la Bible des psychiatres. Oui, il faut aussi dire, il faut pas que les gens aient le consulter sur le téléphone ou leur pad pour marquer qu'ils souffrent de cette maladie-là. Oui. Bon, je vous parlais des études qui ont été faites là-dessus. La nomophobie a été révélée par une étude conduite en Angleterre en 2008 et celle-ci a révélé que 53% des utilisateurs de téléphones mobiles présentaient des symptômes d'anxiété en cas de perte ou en cas de mauvaise couverture réseau ou de batterie faible. Et en France, d'autres statistiques, on vend plus de 20 millions de téléphones
portables par année, c'est-à-dire 60 000 par jour. Mais on change de portable à tous les 23 mois. Et selon une autre étude, les Français et la dépendance au mobile, par exemple, selon les statistiques, 78% des moins de 25 ans se considèrent comme dépendants de leur mobile. Oui. Ils sont nés avec ça, presque. Oui. Oui, ça, c'est vrai, mais on en est rendu drôlement accro. Maintenant, il y a un monsieur qui s'appelle Michael Stora. Il est psychologue et fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Lui, il parle de doudou sans fil. Le téléphone portable serait une addiction que le psychologue compare à une drogue. Il dit, on parle d'addiction quand il y a une rupture des liens sociaux réels. C'est-à-dire quand quelqu'un fuit la réalité. C'est le cas, dit-il, lorsqu'on passe plus de temps à communiquer avec des inconnus sur Internet qu'avec sa femme, ses enfants ou ses amis. C'est ce que l'on appelle la fragilité narcissique de la société. Michael Stora poursuit en disant « Le téléphone devient une prothèse affective. J'appelle ça une doudou sans fil. La mission du doudou, c'est de pallier le manque que l'enfant est séparé de ses parents et calmer l'angoisse. Avec les téléphones, c'est pareil. En France, une unité à Lyon est même spécialisée dans cette pathologie. Le Centre de traitement de stress et de l'anxiété, afin que le portable ne prenne pas le pouvoir. Les psychologues du centre s'appuient sur des exercices comportementaux destinés à progressivement se détacher et à se libérer de leur appareil mobile. Et en France encore, il existe une journée qu'on peut appeler, c'est la journée sans portable. C'est l'écrivain Phil Marceau qui avait démarré cette journée. Ça se déroule le 6 février et à chaque année, et en passant le 6 février, c'est la fête de Saint-Gaston. Et il avait créé ça en pensant à la fameuse chanson des années 60, Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Et en cette journée, donc on demande aux gens de moins utiliser le portable. Et de se parler plus. Si je peux me permettre, moi, personnellement, je trouve qu'est-ce qui nuit beaucoup, c'est toutes les alertes qu'on reçoit sur un téléphone intelligent qui fait en sorte que les gens ont l'habitude, à chaque 10 secondes, à chaque 30 secondes, de regarder leur appareil. Ça crée comme une habitude. Puis juste d'enlever les alertes, de changer les settings en bon français, ça peut aider à une personne à être moins dépendante. Je ne sais pas si on est dépendant de l'appareil elle-même ou si on est dépendant de services comme Facebook. Les gens sont extrêmement accros sur Facebook ou Instagram. Plus que l'appareil. Ouais. En enlevant les alertes, c'est qu'à chaque 5 secondes, il n'y a pas quelqu'un qui vient de publier quelque chose, tu vas recevoir une alerte, fait que tu peux aller le vérifier quand tu veux. Déjà, ça peut aider à se détacher un petit peu. Mais merci beaucoup, Pierre, pour ce beau sujet. Bienvenue. C'est moderne et tout à fait intéressant. Oui, et branché. Oui, merci beaucoup. On continue en chanson. Au retour, on aura notre invité, donc Lorraine Palardy, qui va nous parler des impatients. On l'a gardé pour le dessert, donc de l'émission, le dernier quart d'heure. On va en entendre parler. C'est une personne très passionnée par ce qu'elle fait. Donc, vous êtes à l'émission Folie Douce. On continue avec Marie-Pierre Arthur. Elle rentrera trop tard. Ferme les yeux, rassure-toi, tu la reverras. Même de loin.
Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Bien, on a le bonheur d'accueillir notre prochaine invitée, Lorraine Palardy. Bonjour, Mme Palardy. Bienvenue encore une fois dans nos studios. C'est un plaisir. C'était vraiment intéressant de compléter l'émission avec vous. On est encore là jusqu'à 10h à l'émission Folie douce, en direct aujourd'hui pour le Radioton de Radio Centre-Ville. Vous avez fondé Les Impatients. On a à peu près le même âge en termes de durée. Là. Oui, ça fait oui. presque un quart de siècle. On est presque jeune. On est presque jeune. On est quoi, jeune adulte? C'est un bel âge. C'est très beau, c'est sûr. On a 20 ans, pourquoi pas? On a l'expérience, puis on a quand même la maturité pour faire des choses. Puis dans le cadre de votre organisme, on entend beaucoup parler des impatients. Pourquoi avoir fondé cet organisme-là? Qu'est-ce qui vous a... on a tous une raison, ça vient de quelque part. Donc, dans votre cas, c'était quoi? Vous savez, des fois, il y a des raisons qui sont beaucoup plus tracées, là, qui sont logiques, qui vont dans un parcours de carrière ou qui vont... les impatients, ça vient plutôt d'un concours de circonstances où, étant à l'époque présidente de l'Association des galeries d'art contemporain, avec une galerie d'art, on m'a demandé de continuer un projet qui était une exposition avec un événement bénéfice avec la Fondation des maladies mentales, un projet qui devait durer 10 jours, et en collaboration avec l'hôpital Louis H. Lafontaine à l'époque. J'ai accepté avec plaisir. J'étais à ce moment-là tellement loin de la santé mentale, je connaissais pas les enjeux, j'avais vraiment, peut-être comme la plupart des gens qui ont aussi eu la chance d'être épargnés dans la famille, j'avais à la fois et des préjugés et des pensées qui étaient absolument en dehors de la réalité. Et je suis tombée dans cette proposition-là, je dirais comme un peu Astérix dans l'eau. Ça a été une inspiration dans la potion magique parce que c'était vraiment très inspirant, à la fois pour moi et pour les gens avec qui j'étais aussi, parce qu'on démarre pas un groupe comme Les Impatients tout seul. Alors je suis allée chercher des gens et fallait continuer des ateliers, fallait leur donner la chance à des personnes qui étaient en institution à l'époque de créer. Ouais. Donc, notre visée était simple, c'est de leur donner accès à la création, d'autant plus que pour moi, qui venais du milieu des arts visuels, on voyait là tout le potentiel créateur et surtout la qualité d'expression. Oui. Quand on disait justement cette capacité d'émerveiller, cette capacité de s'exprimer de façon à la fois originale et très pertinente. Pour moi, c'était une découverte, donc il fallait partager. Alors, je suis rentrée là-dedans vraiment sans connaître les états, sans connaître la maladie mentale. Oui. Et bien sûr, l'art a toujours fait partie, il y a longtemps, même dans des instituts psychiatriques ou dans les asiles qu'on appelait à l'époque, l'art a toujours occupé une très grande place. Ça a toujours été bénéfique pour les patients. Malheureusement, quand on parle de la réforme, justement, bon, il y en a plusieurs, là, on en vit une présentement, mais l'art avait une place, ça a été après ça changé pour des questions de mode, hein, à un moment donné par plus de l'occupationnel, donc on trouvait que l'art devenait comme un facteur occupationnel dans le sens que pour tout était confondu, l'art pouvait devenir de tresser des choses en série ou de mettre oui, d'espèce d'occupation qui va occuper la tête de quelqu'un. Qui occupait la tête, mais on avait oublié que la création pure est une forme vraiment qui peut d'expression qui est un exutoire incroyable. Alors il y avait toutes sortes de théories même qui disaient, je me souviens d'être allée dans un institut à ce moment-là il y a 20 ans puis offrir les services des impatients puis qu'on nous avait dit mais non, ça va trop stimuler les patients puis ils peuvent devenir à ce moment-là trop énervés ou même violents. Alors il faut mieux leur faire copier des images qu'ils vont voir et que ça sécurise. De là, vraiment, d'où on partait pour arriver juste à dire qu'aujourd'hui, bon, les impatients ont grandi. Maintenant, on a 7 lieux d'expression à Montréal, donc 7 lieux d'ateliers à Montréal où il y a plus que 450 participants qui fréquentent. On est très fiers de ça parce que on a donné les moyens d'expression. On a évolué avec la société aussi. La société maintenant comprend mieux grâce à des émissions comme la vôtre aussi. Je trouve ça fantastique. S'appeler Folie douce en plus, c'est tellement beau. On se prend pas au sérieux. C'est vrai. Non, mais il faut pas se prendre au sérieux. Les impatients, la même chose. Absolument, dans le fond, parce que on n'a jamais prétendu être ni dans les plans de soins, ni dans on a vraiment joué notre rôle en disant, nous, ce qu'on connaît, ce qu'on aime, c'est faire de la création, faire de l'art. Alors, on va laisser aux autres le soin d'analyser les œuvres ou de dire que cette personne-là souffre de schizophrénie, autre maladie. On n'a jamais touché à ça. Et je pense que ça a été très bénéfice de ne pas jouer à ça. Et encore une fois, je pense que j'en prends absolument pas le mérite. C'est
vraiment parce que on a su à l'époque s'entourer vraiment d'une équipe formidable. Oui, ça prend un travail d'équipe, mais si on avait en une phrase ou deux, ou une phrase, absolument, si on est capable de le faire, ça veut dire qu'on maîtrise bien notre ressource. Comment qu'on pourrait décrire c'est quoi les impatients au moment où on se parle en octobre 2014, ça a évolué, mais quand on veut faire connaître à quelqu'un c'est quoi les impatients, comment on pourrait le décrire, cet organisme? C'est une très belle question. Je vous dirais que c'est peut-être, le mot qui me vient à l'idée, c'est peut-être un mouvement. Oui. Qui vient à la fois de la société, qui vient à la fois des personnes et qui aussi touche l'art. Donc, c'est quelque chose en mouvance. C'est quelque chose qui se questionne et nous, on essaie de donner aussi la parole, donc, aux personnes. La parole, si elle est pas verbale, elle est dans leur travail. Ouais. Donc, c'est un peu ça. C'est un mouvement et j'ai la chance d'avoir pris une pause de la direction des impatients. Oui. J'ai laissé la direction à quelqu'un qui m'est bien cher puisque c'est mon fils qui a pris la relève. Qui connaissait bien le parcours aussi. Qui connaissait très bien le parcours et qui amène avec toute une équipe de jeunes une nouvelle énergie. Et je pense que le mouvement est enclenché et je suis beaucoup moins inquiète de l'avenir des impatients maintenant, même si on reste très fragile à cause du financement. Ouais. Je pense que les impatients vont demeurer et j'espère aussi vont se multiplier. C'est un peu ça. Oui. Je dirais que les impatients au carré, ça serait ça. Donc pour qu'on se dise qu'il y en ait partout. Oui. Partout, il y a un besoin. Ça devient accessible parce que c'est ça, les gens ont besoin dans leur milieu, de se sécuriser un endroit qui est pas loin de chez eux. De s'exprimer, tout simplement d'avoir une pause avec aussi la réalité. Et on se rend compte que dans différents milieux, on peut s'adapter à différentes problématiques, autant dans un milieu beaucoup plus sévère comme on a présentement des ateliers dans un centre, un institut psychiatrique à Montréal, le Douglas, où il y a un centre avec des jeunes qui sont des ex-contrevenants. Donc, et cette expression-là convient autant à ces gens-là oui. qu'elle peut convenir à des gens qui ont souffert de dépression mineure ou de burn-out. C'est une expression qui est vraiment adaptée à beaucoup de problèmes. Comment ça se passe, là? Est-ce qu'il y a un parcours type de quelqu'un, par exemple, a des problèmes de santé mentale, se sent pas bien, veut se rétablir? Vous contacte, j'imagine, ou il est référé? Référé souvent. C'est quoi le parcours? Comment vous accueillez les personnes? Comment il peut se développer, justement? Et référé souvent, mais souvent aussi des gens qui viennent, qui connaissent les impatients, vont parler dans leur famille, il y a quelqu'un, donc vont amener. Malheureusement, on a encore une liste d'attente, mais je dirais que n'hésitez pas, téléphonez-nous, on va faire de la place. On est vraiment très, justement, quand les gens sont dans le besoin et qu'ils ont besoin d'avoir cette ressource-là, pour des fois 2 mois, 3 mois, 6 mois, il y en a qui ça fait 10 ans maintenant qui viennent parce que c'est devenu peut-être un carrefour, un mode de vie, un carrefour, voilà, un carrefour de rencontre. Ouais. Et moi je pense que c'est un beau signe. Tantôt on parlait avec Madame Fortin et Bernard de l'approche citoyenne, justement, c'est que quand les gens commencent à se socialiser à travers des ressources comme les impatients, c'est un pas vers la guérison. Ouais. Oui. On prétend pas les guérir, mais on pense qu'on a fait un pas vers la guérison. Ça peut vraiment pas nuire, ça c'est certain. Et la mixité, moi je crois beaucoup aussi à la mixité. J'aime quand les vernissages chez nous, c'est vraiment une chose qui est vraiment exceptionnelle parce qu'on a toutes sortes de monde. Alors on a des artistes parce que les artistes sont parties prenantes, sont au cœur de nos interventions, mais il y a aussi des gens du milieu des affaires, il y a des impatients, il y a des gens qui viennent de tous les milieux. Et je pense que cette mixité-là fait en sorte que tu retrouves un peu ta qualité d'humain. Oui. Pour continuer de vivre. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'après toutes ces années-là, vous êtes toujours aussi impliqués? Tu sais, souvent, je prends nous autres notre parallèle. On a une équipe qui est ici depuis longtemps. Puis nous, entre autres, c'est la radio. La radio nous drive parce que peu importe les sujets qu'on parle, c'est sûr qu'on n'a pas un contact direct dans des organismes, par exemple. Donc, c'est aussi moins difficile. Mais à force d'entendre des sujets difficiles, ça pourrait devenir difficile pour nous aussi. Oui. Mais qu'est-ce qui vous drive en bon français pour suivre? Je trouve que votre comparaison est très bonne parce que vous disiez, à force d'entendre des sujets difficiles, ça peut être difficile, mais en même temps, ça peut être tellement nourrissant. Et on voit que, justement, les difficultés, et dans le côté noir de la vie, il y a quelque chose, il y a beaucoup de lumière, hein. Il y a beaucoup quelque chose qu'il faut partager. Et je pense que c'est ça qui a animé à peu près toute l'équipe depuis 20 ans, c'est d'avoir le goût de partager
cette beauté-là qui est obscure. Puis je me demande des fois, il y a mon ancien collègue avec qui on avait fondé l'émission Folie Douce me disait des fois, quand je retourne chez moi, je me sens riche dans le sens que, tu sais, je vois que mon environnement, puis je me dis, mon Dieu, je suis tellement chanceux fait que ça veut dire ça nous reflète notre propre vie, c'est ça? C'est une très belle leçon de vie. C'est ça, c'est assez spécial. Et je dirais que la beauté aussi d'un projet comme ça, je pense, et ça doit être la même chose pour vous, c'est d'avoir su motiver des gens autour, puis de faire que l'équipe devienne une équipe efficace qui reste pas un noyau fermé. Ouais. Alors, j'écoutais tantôt justement des gens comme Madame Fortin et Bernard qui parlaient à la fois de l'approche citoyenne, on parle du rétablissement. Je pense que les impatients sont tellement heureux d'avoir des partenaires comme ça, puisqu'on a un atelier à l'Institut de santé de Montréal depuis plus de 20 ans et c'est des partenaires absolument essentiels. Oui. Alors j'espère qu'on va continuer toujours dans cet esprit-là. Faut pas qu'on perde les investissements qui ont été faits. En terminant, Madame Palardy, c'est fort intéressant, ça passe toujours trop vite, mais la meilleure façon de vous rejoindre, je pense c'est regardez toutes les informations sur notre site internet. Impatient.ca. Impatient.ca. Oui, vous allez trouver toutes les informations. Vous allez voir qu'on va avoir un CD bientôt qui va être en magasin, une BD qui sort en novembre, donc on est très actifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci et longue vie à Radio Merci, vous de même. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. On poursuit en chanson avec Chalet Rouge. On revient ensuite au micro à Folie Douce. Connaître et communiquer avec nous, visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Mais voilà, un autre rendez-vous de Folie Douce qui s'achève dans quelques instants. Je veux absolument mentionner, on est en plein Radioton de Radio Centre-Ville. Ça a commencé aujourd'hui. Ça va pour les 4 prochains jours. Des émissions intéressantes tout au cours de ces 4 jours-là. On a eu l'occasion de recevoir beaucoup de gens aujourd'hui, mais j'aimerais mentionner que le Radioton, en fait, l'objectif du Radioton, c'est d'amasser 60 000 $, particulièrement pour créer un centre ici qui va s'appeler l'Auditoire au premier étage sur Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment un beau projet. Pour faire des dons, vous pouvez
pouvez soit aller par le site web radiocentreville.com ou sinon à téléphoner au 514-495-2597. 514-495-2597. C'est un radioton très, très important pour la radio. Presque 40 ans d'existence pour la radio. C'est aussi le centre, c'est pour toute la communauté. Exactement. C'est utile, surtout dans le Myland aussi. Oui, exactement. C'est un lieu de rendez-vous. Oui, puis je remercie nos invités aujourd'hui à l'émission, une émission toute spéciale en direct qui a amorcé notre 24e année de Folie douce sur les ondes. On a reçu en début d'émission Denise Fortin, directrice générale de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. On a eu Bernard Saunier, qui est chroniqueur depuis de longue date, blogueur, écrivain, etc., qui est avec nous. Ils nous ont parlé du congrès auquel ils ont assisté à Londres. On a eu à l'instant, il y a quelques instants, en fait, Lorraine Palardi, fondatrice des Impatients, ressources très, très intéressantes à Montréal. À l'Espresso, il était question avec Pierre Laporte, que je remercie d'ailleurs, Pierre. Donc, à l'Espresso, on parlait de nomophobie et Schlemalo a aussi participé. Alors, c'était vraiment intéressant. Et, c'est ça, ça a été un rendez-vous super. Je pense qu'on a quelques secondes peut-être pour mentionner des chansons. Oui. On a écouté Les Paroles s'envolent en début d'émission. Marie-Pierre Perrault. On a écouté Je file Zoo. De Radio. D'Hôtel en Hôtel. De Marc Derry. Et à l'instant, Fil de soie. Oui. C'est-à-dire, Fil de soie, on a entendu. Marie-Pierre Arthur. Et à l'instant, Chalet Rouge. De Sylvia. 5 chansons aujourd'hui. Merci beaucoup, Schlemalo. Merci. C'est Yvan Bujold à l'animation. Bonne semaine à tous et surtout demeurez sur les ondes de Radio Centre-Ville. Émission spéciale, donc toute la journée. Bonne journée tout le monde. Au revoir.